Le cessez-le-feu était censé empêcher exactement cela. Mais maintenant, la région est de nouveau au bord du gouffre. Les accusations fusent, alors que le Hezbollah et Israël se rejettent la responsabilité de la dernière escalade meurtrière survenue ce week-end. Pour nous aider à analyser la situation aujourd'hui dans Jerusalem Minute, nous recevons le porte-parole international du bureau du premier ministre et major de réserve de Tzahal, Doron Shpilman. Bienvenue de nouveau dans Jerusalem Minute, ici sur GNS TV, Alex. Il s'agit peut-être d'une nouvelle stratégie des États-Unis concernant l'Iran. Des rapports indiquent que les États-Unis semblent de plus en plus concentrés sur l'affaiblissement de l'Iran par le biais de sanctions et de pressions économiques plutôt que par des moyens militaires. Eh bien, je pense que cela indique en fait que Trump ne veut pas s'engager dans un nouveau conflit militaire, du moins à court terme. Et cela pourrait durer jusqu'à la fin des élections de mi-mandat. Mais il est clair qu'il veut continuer à renforcer la pression économique. Et de vraies questions se posent ici. Pourquoi ont-ils relâché la pression économique au départ? Vous savez, pourquoi ont-ils levé le blocus? S'ils avaient maintenu le blocus depuis cette époque jusqu'à maintenant, il y a des chances qu'ils auraient pu éviter certaines des flambées militaires que nous avons vues au cours des dernières semaines et des derniers mois. Et l'Iran serait bien plus avancé dans son effondrement économique. Mais je pense, encore une fois, que Donald Trump montre clairement sa préférence pour ne pas s'impliquer militairement. Je ne pense pas nécessairement que cela signifie que les États-Unis ne s'impliqueront pas militairement. Je pense simplement que, pour l'instant du moins, Donald Trump montre clairement ses intentions. Non à l'intervention militaire, oui à la pression économique. Bien sûr, il y a les élections de mi-mandat début novembre. Cependant, ce week-end, le président Donald Trump a déclaré qu'il avait l'intention de faire du détroit d'Ormuz un territoire américain. Regardons cet extrait. Et après que nous aurons fini de vaincre l'Iran, qui est en train d'être très sévèrement battu, très bientôt, je vais déclarer le détroit d'Ormuz comme territoire des États-Unis. Alex, qu'est-ce que tu penses de cet extrait? Le président Trump avec ses déclarations à l'emporte-pièce ici. Est-ce réaliste? Est-ce simplement une sorte de blague de la part du président? Qu'en penses-tu? Eh bien, C'est clairement une déclaration qui risque de mettre les Iraniens en colère. J'imagine mal qu'ils soient contents d'entendre que le président Trump parle de transformer le détroit d'Ormuz en territoire américain. Je veux dire, rappelons que le détroit d'Ormuz n'est pas un territoire iranien. Il n'appartient pas à l'Iran. Il n'appartient pas à Oman. Il n'appartient à personne. C'est une voie navigable internationale naturelle qui est censée être ouverte et libre d'accès au public. Les États-Unis ne sont pas censés en être propriétaires. L'Iran n'est pas censé en être propriétaire. Personne n'est censé faire payer le passage des navires par là, ni des frais de protection, ni quoi que ce soit d'autre. Mais je pense que ce que le président Trump indique, c'est qu'il ne va pas permettre une situation dans laquelle l'Iran ou Oman parviennent à un accord où ils revendiquent la propriété de ces détroits. Et nous avons entendu à plusieurs reprises au cours des dernières semaines que l'Iran et Oman négociaient un accord et que les États-Unis, vous savez, observaient pour voir quel type d'accord ces deux pays allaient conclure et finaliser. Et ici, je pense que Trump répond clairement à cela. Non, les États-Unis vont être au moins le protecteur du détroit d'Ormuz. Les États-Unis seront la seule force qui garantira la liberté de passage pour tous les navires à travers ce détroit. Alex, comme tu l'as dit, l'Iran a déjà d'ailleurs rejeté la revendication américaine concernant le contrôle du détroit. Le président Trump a également averti les Américains que la confrontation a un prix économique, en faisant référence à la hausse des prix de l'essence comme un coût nécessaire pour empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires. Oui, eh bien, on voit que le prix de l'essence dépasse 4 $ le gallon aux États-Unis. C'est quelque chose que Trump voulait absolument voir baisser. Tu sais, il a toujours fait campagne là-dessus. Il a toujours parlé de faire baisser les prix de l'essence par rapport au sommet atteint pendant l'administration Biden. Pour Trump, faire baisser les prix de l'essence est un objectif économique majeur. Cependant, tant que le détroit d'Ormuz reste dans cette situation d'instabilité, ce que nous constatons, c'est que le prix de l'essence ne cesse d'augmenter. Et pendant ce temps, si Trump n'est pas prêt à ordonner à l'armée de prendre le contrôle du détroit d'Ormuz une bonne fois pour toutes, il doit maintenant expliquer au peuple américain qu'il y a un coût lié à ce qui s'est déjà passé sur le plan militaire vis-à-vis l'Iran, ainsi que la pression économique continue, qui est une stratégie pouvant prendre des semaines, des mois, voire des années avant de produire ses effets.
Donc, faire passer ce message auprès du public américain semble faire partie de la campagne avant les élections de mi-mandat pour justifier la hausse continue des prix de l'essence. Alex, en même temps, nous avons eu des violations du cessez-le-feu, à la fois par le Hezbollah au Liban et par le Hamas à Gaza samedi. Le premier ministre Netanyahou a envoyé le message suivant ce matin. Le Hezbollah a violé le cessez-le-feu au Liban et a attaqué nos combattants à l'intérieur de la ligne jaune. 3 soldats de Tsahal ont été grièvement blessés lors de l'attaque. Donc, Alex, d'après ce que nous savons, un drone suicide lancé par le Hezbollah a ciblé des soldats protégeant les communautés frontalières israéliennes. 3 soldats grièvement blessés lors de cette attaque. En même temps, vous avez le ministre de la Défense Katz qui promet de régler les comptes sur tous les fronts, faisant référence à la fois au Liban et aux violations commises par le Hamas qui attaque des positions israéliennes à Gaza. Vous voyez plus tard dans la citation du premier ministre, il dit que Tsahal agit conformément à la politique de l'échelon politique et élimine toute menace pour nos forces et nos citoyens, tant au Liban qu'à Gaza. Donc, ce que vous voyez, c'est que Tsahal doit continuer à rester en état de préparation maximale et qu'elle riposte au Hamas à Gaza. Et théoriquement, Israël a déjà un accord de cessez-le-feu qui a été signé il y a des mois, négocié par les États-Unis. Et le plan en 20 points qui a été mis en place est censé être supervisé par ce Conseil de paix. Pourtant, le Hamas refuse apparemment de se désarmer, comme beaucoup d'entre nous l'avaient supposé. Et c'est la même chose au Liban. Même s'il y a un accord de cessez-le-feu qu'Israël a signé avec le gouvernement libanais, la partie qui n'est pas signataire de ce cessez-le-feu, c'est le Hezbollah. Et le Hezbollah est en fait la force qui attaque Israël. Donc Israël veut être dans une situation de cessez-le-feu, mais doit continuer à frapper le Hamas à Gaza, ainsi que le Hezbollah dans le sud du Liban. Pour en savoir plus sur le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza, nous avons l'honneur d'accueillir Doron Spielman, le porte-parole international du bureau du premier ministre, ici en studio. Ravi de vous voir, Darren. Je me sens comme chez moi, Josh. Vous êtes chez vous. Ici à JNS, c'est toujours chez vous. C'est un plaisir de vous avoir. Passons tout de suite à la situation au Liban ce week-end. Le Hezbollah a attaqué des soldats israéliens à l'intérieur de la zone de sécurité le long de la frontière libanaise, une violation claire du cessez-le-feu. Israël a réagi. Selon des informations, il y a eu 11 morts au Liban. Beaucoup d'entre eux, ou plusieurs d'entre eux, je devrais dire, étaient des civils. Mais selon le bureau du premier ministre, le Hezbollah a délibérément placé des civils à l'intérieur du complexe, sachant qu'Israël allait riposter. Vous savez, c'est vraiment ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. En fait, je parlais justement à ma mère qui m'a appelé. Elle est américaine et m'a demandé ce qui s'est passé au Liban. J'ai dit, maman, le monde ne peut pas vraiment comprendre à quel point ces gens sont mauvais. Ils ont attaqué nos forces dans la zone de sécurité. Donc, dans cette zone de sécurité, on parle d'à peine quelques kilomètres de la frontière israélienne. Nos gars sont en train de démanteler l'infrastructure. Un drone kamikaze arrive et les attaque, en violation de l'accord qui avait été conclu, l'accord de cessez-le-feu. Alors, ils savent probablement, d'après les renseignements israéliens, que nous allons découvrir d'où vient cet ordre et frapper. Donc, qu'est-ce que le gars fait? Il prend apparemment des civils, d'après ce que je lis, sa propre famille, et les déplace dans un quartier général militaire. Je veux dire, qui ferait ça? À quoi il pense? Il pense quoi? Peut-être que quelqu'un va le remarquer et qu'on ne va pas frapper. Ou alors, quand on frappe et qu'on l'élimine, il sacrifie toute sa famille. Comme ça, il pourra, même dans sa mort, accuser Israël et dire que vous avez tué des civils. C'est tellement absurde. Et, vous savez, l'histoire a commencé à se dérouler hier. J'étais avec le Premier ministre et c'était le Shabbat. Et l'histoire se déroulait. Et nous pouvions voir où elle allait. Et au fur et à mesure que les informations arrivaient, nous avons réalisé, j'étais assis avec eux, à quel point il était absolument important d'essayer de rétablir la vérité. Eh bien, n'avez-vous pas là un problème fondamental? Israël a signé un accord de cessez-le-feu avec le gouvernement du Liban, mais le gouvernement du Liban n'attaque pas Israël à l'intérieur de la zone de sécurité. Vous avez une organisation terroriste, le Hezbollah, qui apparemment se considère toujours en guerre avec Israël. Alors comment pouvez-vous avoir un accord de cessez-le-feu alors que le Hezbollah, une organisation terroriste qui n'a même pas signé l'accord de cessez-le-feu au départ, viole cet accord? Comment cela fonctionne-t-il? Écoutez, tout l'accord de cessez-le-feu repose vraiment sur une seule chose. Le Hezbollah ne peut pas être dans l'équation. C'est-à-dire que, si on regarde, le Liban et Israël, nous avons été côte à côte pendant 80 ans. Pendant la grande majorité de ce temps, entre Israël et le Liban, les choses étaient paisibles. Même en 1948, Israël a signé un accord d'armistice très tôt avec le Liban, en 67. Le Liban, vous savez, ils ont dit qu'ils allaient rejoindre. Ils n'ont pas vraiment rejoint la guerre. Israël jusqu'en 1982, quand tout a changé. Israël, il y a eu peut-être que 6 incidents transfrontaliers pendant tout ce temps, presque rien.
le Hezbollah arrive sur la scène, tout change. Donc tout l'accord repose sur l'idée que ce nouvel avenir qui est en train d'être construit, tout cela repose sur une seule chose. Le Hezbollah doit être hors jeu. Et vous savez, on me demande sans cesse, est-ce que cela veut dire que les négociations s'effondrent? J'ai dit que c'est exactement le contraire. Cela montre pourquoi les négociations doivent être signées et avancer rapidement. Il faut que ce soit concret parce que, vous voyez, le Hezbollah est prêt à tout. Et vous savez, cette frappe, ce n'est pas seulement qu'ils ont frappé nos soldats. D'où ont-ils frappé? Ils ont frappé directement depuis la zone du château de Belfort, la crête d'Altaïr, n'est-ce pas? En gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment l'axe du mal qui a été construit à l'intérieur du Liban. Depuis des décennies, l'Iran, peut-être même la Corée du Nord, encore une fois, selon des rapports étrangers, ont construit ce pays de tunnels. On l'appelle le pays des tunnels. Et les FDI ont réussi à les concentrer au-delà de cette crête. Et ils savent qu'ils sont sur le point de perdre toute leur position. C'était leur deuxième ligne de défense. Et donc ils essaient, avant que nous nous rapprochions, d'essayer de frapper nos troupes. Parce qu'ils savent qu'ils sont sur le point de disparaître. Et nous devons simplement continuer à avancer et à nous rapprocher d'un accord avec le Liban. Je pense qu'on peut en finir avec cette histoire. Eh bien, n'est-ce pas tout l'objectif de l'engagement israélien dans les discussions sur le cessez-le-feu, qu'Israël recule en fait davantage, n'est-ce pas? Israël était monté jusqu'au fleuve Litanie. C'est là qu'ils ont tracé la ligne jaune. Ensuite, ils sont même allés un peu plus loin, jusqu'au château de Balfour et à quelques autres points stratégiques. Et maintenant, ils se retirent en fait de 2 zones pilotes spécifiques, dans lesquelles l'armée libanaise est censée sécuriser ces zones. Mais nous avons vu que le Hezbollah opère aussi loin au nord que Beyrouth. Alors comment éliminer définitivement le Hezbollah si la seule force capable de l'éliminer est l'armée israélienne et qu'on demande à l'armée israélienne de se replier plus près de la frontière israélienne? Écoutez, toute la zone pilote n'est pas dans cette zone. Elle se trouve dans une autre zone. Mais vous savez, comme je n'arrête pas de l'expliquer, vous savez, c'est une zone test. Le verdict n'est pas encore tombé concernant la zone test. Je veux dire, on ne peut pas dire « Waouh, la zone test a été un succès » avec les applaudissements en arrière-plan. Pour l'instant, nous attendons que l'armée libanaise intervienne et montre qu'elle peut réellement, qu'ils sont capables de désarmer le Hezbollah. C'est pas une chose facile à faire. Et donc, nous n'allons pas nous retirer. En fait, nous sommes déjà sur place. Nous sommes près de la crête d'Altaï ici, là où le Hezbollah a construit ce qui ressemble à un immense pentagone souterrain. C'est incroyable ce qu'ils ont mis en place ici. Nous sommes dans cette zone. Nous opérons dans cette zone. Nous avons été très clairs à ce sujet. Nous ne pouvons pas nous replier tant que l'armée libanaise n'avance pas. Donc, la balle est vraiment dans leur camp. Et Israël espère, nous sommes derrière eux, qu'ils vont réussir à déloger le Hezbollah. S'ils n'arrivent pas à déloger le Hezbollah, alors il n'y a plus rien qui les sépare. Il y a 10 miles entre le Hezbollah et les communautés israéliennes. Nous ne bougeons pas. Le Premier ministre a été très clair. Nous ne bougerons pas tant que nous ne verrons pas que cela a été fait. Qu'est-ce qui pourrait donner à Israël la moindre indication que l'armée libanaise est capable d'affaiblir le Hezbollah? Les zones dans lesquelles nous nous sommes repliés sont des zones, des villages qui étaient exempts du Hezbollah. Vous parlez de villages où il n'y a pas de Hezbollah. Au fur et à mesure que nous nous retirons et que l'armée libanaise prend position, c'est une zone test pour s'assurer que le Hezbollah ne pourra pas s'installer dans ces villages. Si tout à coup ces villages commencent à hisser des drapeaux du Hezbollah, nous aurons un problème très sérieux à gérer. S'ils sont capables de tenir ces villages, de les sécuriser et ensuite d'étendre cette présence, c'est comme tout, non? Vous voulez faire passer un test à quelqu'un. Vous savez, tout d'abord, prenez le système qui fonctionne à peu près et assurez-vous de ne pas le gâcher, puis avancez et appliquez votre propre système. Voilà où nous en sommes actuellement. Parlons de la situation sur le terrain. Israël a riposté en frappant un commandant de bataillon de la force Radouane du Hezbollah. Et je voudrais juste savoir maintenant, à quoi peut-on s'attendre dans les prochaines heures, les prochains jours, en ce qui concerne une éventuelle riposte du Hezbollah à cette frappe? Qu'est-ce qu'on sait? Écoutez, ils ripostent de toute façon. C'est leur unité de pointe. Cette unité est en quelque sorte la pointe de la lance de leur force Radouane. Ce sont des gars qui ont été entraînés pendant des années, entraînés par l'Iran, financés, fortement financés. Ils ont un excellent équipement. Ils connaissent parfaitement tout le terrain. Ce sont ces gars-là qui opèrent dans ces tunnels. Vous les réveillez au milieu de la nuit et ils savent comment attaquer Israël. C'était un commandant botteur que nous avons tué, l'un de leurs principaux responsables. Écoutez, ils attaquent de toute façon. Notre problème, notre situation entière, c'est qu'ils essaient toujours d'attaquer. Nous, nous protégeons. Ils lancent ces drones suicides. Et ils vont continuer à le faire. La seule raison pour laquelle ils vont arrêter, c'est s'ils sentent que la fin approche et qu'ils vont devoir se diriger vers une solution politique et diplomatique, parce que la solution militaire n'est plus possible. Mais cela va signifier qu'Israël, les États-Unis et le gouvernement du Liban vont devoir être très très forts. Et Israël, Dieu merci, l'est. Je veux dire, si on regarde cela par rapport aux 80 dernières années de l'existence d'Israël, pendant que ce genre de projet pilote se déroule, et que nous voyons comment cela fonctionne, nous maintenons une zone tampon. C'est quelque chose d'incroyable. Nous avons mis, partout en Israël, ce cordon de sécurité. Vous savez, Ben Gourion a dit, c'était Ben Gourion qui a dit, il y a 3 grands principes pour mener une guerre. Ne jamais la mener sur votre propre sol.
toujours la mener sur le sol de l'ennemi. Et quand vous vous battez, battez-vous pour gagner. Et en ce moment, ce principe du milieu, celui de ne pas être sur votre propre sol, ce que nous avons appris du 7 octobre, ce que cela signifie, Israël ne se bat pas sur son propre sol. C'est quelque chose d'incroyable. Donc nous sommes en position de laisser les choses se dérouler. Et espérons-le, cela évoluera bientôt en notre faveur. Eh bien, comment vaincre le Hezbollah si nous adoptons maintenant une posture plus défensive, en protégeant une zone tampon et peut-être en ripostant après les attaques du Hezbollah, au lieu d'être à l'offensive comme Israël l'était avant de signer l'accord de cessez-le-feu? Je pense que vous soulignez cette tension, et c'est là que l'armée libanaise doit intervenir. C'est-à-dire que si nous avançons à plein régime, alors il n'y a pas de place pour l'armée libanaise. Cela met aussi les soldats israéliens en danger. Et n'oublions pas, je veux dire, nous avons une force terroriste horrible à la frontière nord qui essaie d'attaquer des communautés israéliennes, qui a tué des soldats israéliens. Ils ont le Hezbollah dans leur pays. Ils ont le Hezbollah. Je pense que, vous avez mentionné à l'intérieur de Beyrouth, le Hezbollah a pris le contrôle de tout leur pays. Ils sont directement concernés. Si la seule façon de vaincre le Hezbollah, c'est que le Liban prenne ses responsabilités. Voilà, c'est tout. Nous tenons cette zone. Nous opérons. Nous avons différentes opérations. Le Premier ministre l'a dit publiquement aux informations il y a quelques jours à peine. Nous avons des opérations. Il a dit « Je ne vais pas entrer dans les détails. Nous avons des opérations dans différentes zones. Les FDI ne restent pas inactives. Donc, il y a des choses qui se passent. » Mais vous avez créé une zone où l'armée libanaise peut, en fait, pour la première fois, avec le soutien israélien, je suppose, prendre les choses en main et vraiment s'occuper de ce problème. N'oubliez pas, quand ils s'occuperont du problème, le Hezbollah, en tant qu'organisation terroriste, essaiera toujours de refaire surface sans cesse. Ils doivent avoir la capacité de faire respecter cela. Nous ne disons pas que tout est réglé. Vous ne voulez pas envoyer des soldats israéliens à Beyrouth dans 10 ans pour essayer de gérer un problème croissant. Ils doivent montrer leur force. Et c'est tout l'enjeu ici. Et si le gouvernement libanais ou certains membres du gouvernement libanais, dont certains pourraient être chiites ou sunnites, pas nécessairement seulement chrétiens, font des déclarations contre les FDI, est-ce que ces déclarations sont cohérentes avec ce qu'Israël entend dans ses canaux de négociation? Vous savez, comment le gouvernement libanais, et d'ailleurs aussi les États-Unis, voient-ils le fait qu'Israël continue d'attaquer le Hezbollah à l'intérieur du Liban? Vous savez, quand je regarde, quand je lis, la plupart des informations sortent sur Twitter, n'est-ce pas? Vous pouvez voir ce qu'ils publient sur Twitter. Sur Twitter, vous pouvez voir, dans ce cas par exemple, ils ont immédiatement pris parti en disant que cette famille avait été éliminée, jusqu'à ce que nous l'expliquions. Mais même alors, quand vous regardez le langage, ça revient toujours à l'idée, tout le discours sur Israël, c'est que des accords avec Israël. Je veux dire, j'ai vu un changement majeur, vraiment majeur, dans la façon dont les Libanais abordent cela et le fait qu'ils reconnaissent la souveraineté israélienne. Vous savez, ces gars-là se réveillent avec le Hezbollah comme voisin. Quand on déclare publiquement qu'on reconnaît la souveraineté israélienne, c'est une étape majeure pour le Liban. Mais comme pour tout, s'ils sentent que le Hezbollah prend de l'ampleur et que nous reculons, que nous sommes faibles, en tant que responsable libanais, vous allez être beaucoup plus enclin à commencer, vous savez, à équilibrer votre discours et à aller dans l'autre sens. C'est vraiment un moment important pour que cet accord tripartite entre Israël, le Liban et les États-Unis affiche sa force. Et je pense que cela doit être fait rapidement. Je vais vous donner un exemple. À la fin de la Deuxième Guerre du Liban en 2006, au cours de laquelle Israël a gagné d'une certaine manière, disons militairement, nous avons traité la menace. D'un point de vue des relations publiques, ce fut un désastre parce qu'ils ont paradé en disant qu'ils avaient gagné. Et on peut voir que le financement du Hezbollah a augmenté. Vous savez ce qu'ils ont fait? Moron al-Ras, qui est la communauté juste de l'autre côté de la frontière nord, n'est-ce pas? Qu'ont-ils fait? Ils ont construit un parc au sommet, juste à cet endroit de la guerre, appelé le Jardin iranien, avec une petite mosquée Al-Aqsa, une photo, une statue de Soleimani pointant en direction d'Israël. Et ils amenaient des enfants là-bas pour leur montrer comment ils avaient gagné la guerre et à quel point Israël est faible, l'Occident est faible, et cela recrutait. Ça va être la même chose ici. Nous ne voulons pas qu'il y ait un parc appelé les Jardins iraniens au sommet de la crête de Balfour. Nous ne voulons pas. Il est important de montrer une victoire absolue. Et je pense que le premier ministre israélien s'y consacre. Vous pouvez entendre le ministre de la Défense. Mais encore une fois, la clé de cet accord, c'est que le Liban entre dans l'arène. Je veux maintenant passer à la situation à Gaza, parce qu'en même temps, vous avez le Hamas qui viole le cessez-le-feu là-bas pendant le week-end. Un engin explosif du Hamas a été découvert après qu'un char de Tsahal soit passé dessus. Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés. De plus, des terroristes ont franchi la ligne jaune et attaqué des positions de Tsahal. Donnez-nous les dernières informations sur la situation à Gaza, s'il vous plaît. Le Hamas est en train de se reconstituer. C'est vraiment aussi simple que ça. Le Hamas, au cours des 8 derniers mois, s'est engagé à se démilitariser. Dans tout l'accord du président Trump, le premier mot est la déradicalisation de Gaza. Gaza ne représentera pas une menace pour ses voisins. Et tout l'accord repose sur l'idée que le Hamas va se désarmer.
Ils ont fait exactement le contraire. Ils ont recruté leurs soldats. J'ai des vidéos qui montrent, je peux les voir se promener avec des armes chargées autour de tous les camions de nourriture. Ils ont fabriqué des munitions. Nous les avons surpris en train de faire 7 exercices différents qui s'entraînent contre Israël. Le Hezbollah n'est pas, ils n'agissent pas en vase clos, ils grandissent, c'est-à-dire qu'ils recrutent à nouveau. Ils deviennent de plus en plus agressifs. Et Israël tient la ligne. Mais comme l'a clairement dit le Premier ministre, c'est pas une situation qui va rester telle qu'elle. Pour l'instant, nous sommes contents que les États-Unis essaient d'intervenir et de désarmer le Hamas. Nous préférions qu'ils puissent le faire pour que nous n'ayons pas à le faire nous-mêmes. Mais au bout du compte, nous n'allons pas permettre au Hamas de continuer à croître et à se métastaser comme avant. Est-ce que quelqu'un engage des troupes pour la démilitarisation du Hamas à ce stade? Il y a quelques pays qui ont engagé des troupes, mais encore une fois, c'est une chose d'engager des troupes, ce qui est une première étape importante, c'en est une autre de dire que vont faire ces troupes. Vous savez, entrer pour désarmer le Hamas, je pense que nous savons du côté israélien qu'on ne se contente pas de frapper à la porte. Bonjour, vous savez, combien d'AK-47 et de Kalachnikovs avez-vous? Non. Vous frappez à la porte, quelqu'un va tirer à travers la porte. Donc la question est, que vont faire ces troupes? Et comment vont-elles désarmer le Hamas? C'est là qu'Israël a été incroyablement catégorique. Nous ne poussons pas pour une politique de dépôt des armes à l'entrée, où le Hamas déposerait ses armes à la porte, irait dîner, ressortir, vous savez, donner un petit autocollant au gars et récupérer son arme. Donc il y a beaucoup d'interrogations ici. Les États-Unis ont engagé cette force. Le Conseil de la paix a engagé cette force. Et c'est une bénédiction si quelqu'un d'autre vient et parvient réellement à le faire. Nous espérons qu'ils pourront le faire. S'ils ne peuvent pas le faire, nous allons le faire. Et qu'en est-il de la Turquie et du Qatar qui disent vouloir faire partie de ce type de force? Je sais qu'Israël, à plusieurs reprises, y compris le Premier ministre, a rejeté l'implication de ces pays dans une telle force. Il y a 2 jours, la Turquie a appelé à la destruction d'Israël. Le Qatar a financé et hébergé la direction du Hamas et c'est leur principal soutien et un fervent soutien du terrorisme dans le monde entier. Confier à ces 2 pays la responsabilité de démanteler le Hamas à environ 8 km des communautés israéliennes serait un suicide national. Et donc le Premier ministre, encore une fois, a été très clair, il a tracé la ligne rouge. Non, nous n'allons pas laisser un pays ennemi qui appelle à notre destruction s'installer à environ 8 km des communautés israéliennes et lui dire « Maintenant, c'est à vous de démanteler ceux que vous avez créés ». Depuis le début de la guerre jusqu'à aujourd'hui, Israël a eu plusieurs porte-paroles. À certains moments, au début de la guerre, il y a eu une offensive diplomatique contre Israël et spécifiquement contre les porte-paroles israéliens. Que constatez-vous aujourd'hui dans votre position concernant le ton et la manière de défendre les intérêts d'Israël dans les médias et dans la sphère publique? Je pense que c'est une évolution extrêmement prometteuse. J'ai été recruté pour le bureau du Premier ministre. Je m'assois chaque jour avec le Premier ministre et tous les chefs de la sécurité autour d'une même table. Tout le monde est désormais engagé, et c'est clair pour tous, Dieu merci, n'est-ce pas? Nous sommes un peuple à la nuque raide, mais finalement, même les gens à la nuque raide, quelqu'un leur a fait un massage, et on a fini par comprendre, d'accord, c'est vraiment le 8e front. D'après ce que je vois à l'intérieur du système, il y a une véritable reconnaissance que ce front, j'ai même entendu dire que c'est soit le 8e front, soit le front le plus important. Le front diplomatique, le front de la Hasbara, le front de la capacité à expliquer ce qui se passe et à prendre de l'avance. Et si on n'est pas en avance, sortir et dire ce que nous pensons, pas seulement en réaction, n'est-ce pas? Même moi, en tant que porte-parole militaire pendant des années, on finit par être submergé de tellement de questions, on n'arrive presque pas à sortir la tête de l'eau pour dire « Pourquoi sommes-nous ici au départ ?» Et en ce moment, il y a une véritable prise de conscience. Non, nous sommes ici. Nous nous dressons contre le mal. Nous sommes le seul pays au monde entier qui comprend ce que cela signifie de se dresser contre le mal. Vous savez, nous ne sommes pas fascinés par ce genre d'idée qui consiste à faire preuve de gentillesse envers votre voisin terroriste et il vous rendra l'appareil. C'est pourquoi, d'ailleurs, une partie du monde n'aime pas ce que nous faisons. Parce qu'il s'accroche encore à ces idéaux d'Europe occidentale selon lesquels, si nous sommes simplement gentils et que nous les acceptons, ils vont nous aimer. Eh bien, nous savons que cela n'arrivera pas et c'est pourquoi nous leur tenons tête. Et il est important de défendre cela et de le faire valoir. Le Premier ministre, l'appareil de défense, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et je pense que nous assistons à un tournant pour Israël. Il s'appelle Doron Shpilman, le porte-parole international du bureau du Premier ministre, et bien sûr, ancien animateur ici à JNS TV. C'est toujours un plaisir de vous revoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ici sur Jérusalem in Minute. C'est un plaisir. Merci beaucoup à Doron. Alex, concentrons-nous, si possible, un peu plus sur Gaza. Israël dit que le Hamas doit se désarmer avant toute idée de retrait. Regardons cet extrait. Dans la routine de Ouattara, nous voulons exprimer ce qui s'en rapproche le plus. Tant que je serai Premier ministre, il n'y aura pas d'État palestinien, ni à Gaza, ni en Cisjordanie, ni à Fatahstan, ni à Hamastan.
Concernant les questions spécifiques posées récemment dans les actualités, je voudrais préciser ceci. Israël rejette le document en 15 points. J'ai entendu dire que certains disent « Vous n'avez pas dit, nous avons dit ». Mais voici les dernières informations. Je précise à nouveau. Israël rejette le document en 5 points. Tsahal n'effectuera aucun retrait tant que le Hamas ne sera pas désarmé. Et quand je parle du désarmement du Hamas, cela signifie les armes lourdes, les armes moins lourdes et les armes légères. Comme nous en avons discuté la semaine dernière, et maintenant le premier ministre Netanyahou réaffirme ses déclarations en disant que le Hamas doit se désarmer pour qu'il y ait des progrès sur le front de Gaza. Eh bien, il y a environ une semaine, nous avons vu, je crois que nous en avons parlé dans l'émission la semaine dernière, qu'un nouveau plan en 15 points a été proposé par le Conseil de la paix. Et ce plan en 15 points, vous savez, évoquait un désarmement allégé du Hamas, principalement, que les armes seraient peut-être collectées, stockées dans des entrepôts, et que la police palestinienne, et non le Hamas, détiendrait la clé. Vous savez, et Israël vient tout juste de rejeter totalement cela. Et c'est un peu différent de la façon dont le premier ministre a réagi à différents moments au cours de cette guerre, en particulier lorsque le président Trump était en fonction. Les premiers ministres cherchent généralement davantage à utiliser des canaux diplomatiques en coulisses pour expliquer la position d'Israël. Vous savez, nous approchons d'une élection maintenant. Nous ne sommes plus qu'à 3 mois du 27 octobre, date de l'élection. Et ce que vous voyez, c'est que le premier ministre prend fermement position et déclare que ce plan en 15 points, selon la position d'Israël, est totalement inacceptable. Israël ne l'acceptera pas. Ils ne se retireront d'aucun point à l'intérieur de Gaza, ni derrière la ligne jaune, ni devant la ligne jaune. Et Israël contrôle beaucoup de territoires devant la ligne jaune. Donc Israël dit qu'ils ne vont pas se retirer. Je pense qu'il y avait quelque chose de très intéressant que le premier ministre a dit ici, ce qu'il n'avait pas vraiment dit auparavant. Et il a dit qu'il n'y aura pas d'État palestinien créé. Et il a dit à de nombreuses reprises qu'il n'allait pas permettre la création d'un État palestinien en Judée et Samarie. Mais ce qu'il a dit ici dans cette déclaration, je pense que c'est la première fois, c'est qu'il n'allait même pas permettre que Gaza soit transformé en un État palestinien officiel, ni un territoire du Hamas, ni un territoire du Fatah. Rappelez-vous, Mahmoud Abbas, qui dirige l'autorité palestinienne, il vient du Fatah, donc ils n'auront pas le contrôle. Et le Hamas non plus n'aura pas le contrôle. Cela laisse donc un grand point d'interrogation quant à ce que le premier ministre envisage réellement pour l'avenir de Gaza. Mais ce qu'il précise, c'est qu'Israël ne va pas se retirer de la bande de Gaza pour la remettre à une autorité palestinienne. Permettre à ce petit État, avec ce projet pilote d'État palestinien qu'on appelait Gaza, de devenir réellement une entité palestinienne officielle. Ces commentaires vont donc un peu à l'encontre du plan actuel, car ce plan prévoit qu'une entité de l'autorité palestinienne soit responsable de Gaza au lendemain de la guerre. Le plan en 20 points, qui a été signé lors de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, prévoit la création d'un comité national pour l'administration de Gaza, qui doit être composé de technocrates palestiniens approuvés par Israël pour le diriger. Mais cela doit être supervisé par le Conseil de la paix. Maintenant, vous avez Nikolai Miladonov, qui était l'ancien envoyé de l'ONU chargé de Gaza et qui est maintenant essentiellement le chef de ce Conseil de la paix. Et lorsque le premier ministre a déclaré que Israël ne se retirera pas tant que le Hamas ne sera pas complètement désarmé, et il a précisé dans ses déclarations ce que le désarmement signifie réellement. Ce sont les armes lourdes, ce que je pense que tout le monde avait compris. Le Hamas allait devoir remettre les armes lourdes. Je veux dire, ils ne l'ont pas fait, et je ne sais pas s'ils le feront, mais tout le monde était à peu près d'accord là-dessus. Ce que le premier ministre précise ici dans cette déclaration, c'est qu'il s'agit aussi des armes légères, des fusils avec lesquels le Hamas terrorise la société. C'est en fait comme ça qu'ils gardent le contrôle de Gaza. Ils sont l'autorité de facto à Gaza parce que si quelqu'un ose s'opposer à eux dans la rue, il se fait abattre par ces armes légères, les AK-47, les mitrailleuses. Donc, en attendant, oui, il est censé y avoir un gouvernement technocratique palestinien qui doit être mis en place, mais le premier ministre dit que ce ne sera pas l'autorité palestinienne. Il a été très clair à ce sujet jusqu'à présent. Ce ne sera pas le Hamas, et cela devra de toute façon être supervisé par le Conseil de la paix. Le président du Conseil de la paix, en fin de compte, c'est Donald Trump. Et cela signifie que nous avons une fenêtre limitée d'environ 2 ans, tant que Trump est encore président, pour peut-être parvenir à une sorte d'étape suivante, la prochaine étape à Gaza. Sinon, il y aura un autre président, et qui sait ce qu'il pourrait faire? Il pourrait déchirer complètement le Conseil de la paix
et vous vous retrouverez dans une nouvelle période d'instabilité. Pendant ce temps, à l'approche des élections israéliennes, le Premier ministre affirme que Gaza ne deviendra pas un État palestinien. La Judée ne deviendra pas un État palestinien et Israël ne se retirera pas d'un seul pouce tant que le Hamas continuera de détenir des armes. Israël se prépare également pour l'avenir. Un rapport cette semaine indiquait que des milliers de tonnes d'équipements militaires américains sont désormais arrivés en Israël. Vous parlez de véhicules Hummer, de bulldozers, D9, de camions, toutes sortes de matériel lourd de génie qu'Israël utilise dans des endroits comme Gaza, qu'Israël utilise dans des endroits comme la Judée et la Samarie. Donc, Israël se prépare vraiment à une éventuelle flambée sur l'un de ses fronts. Je pense que c'est un impératif stratégique majeur pour Israël. Israël doit non seulement reconstituer ce qui a été perdu pendant ces près de 3 années de guerre, mais aussi améliorer sa position stratégique, obtenir les armes dont il a besoin, et le faire dès maintenant, alors que le président Trump est encore en fonction. Le président Trump a été très clair dans son administration. Ils veulent qu'Israël ait les armes dont il a besoin pour se défendre. Que le Congrès et le Sénat, actuellement tous deux contrôlés par les républicains, au moins pour les prochains mois jusqu'aux élections. Et qui sait, il se pourrait bien que le Congrès bascule et devienne démocrate. Il se pourrait que le Sénat bascule aussi. En attendant, vous avez un Congrès et un Sénat, tous deux républicains, tous deux largement favorables à Israël. Le président de la Chambre, Mike Johnson, est très engagé en faveur de la fourniture d'armes à Israël. Et donc, vous voyez que cela ne fait la une des journaux qu'aujourd'hui, mais il y a des efforts diplomatiques de haut niveau, très probablement menés du côté israélien par l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Yechiel Leider, pour s'assurer qu'Israël puisse reconstituer ses stocks. Et en même temps, vous pouvez être certain qu'en Israël, sur le plan national, on cherche des moyens de commencer à produire ces armes, des armes lourdes, de manière autonome. Et également à chercher d'autres sources en dehors des États-Unis afin de diversifier les canaux d'approvisionnement. Alex, en même temps, cette semaine, il y a eu un affrontement diplomatique entre Israël et la Grande-Bretagne à propos de propos tenus par le premier ministre Netanyahou lors d'un podcast récent où il a qualifié la Grande-Bretagne de République islamique, en se basant sur la réalité sur le terrain là-bas. Vous parlez des milliers et des milliers de migrants qui sont arrivés sur les côtes de la Grande-Bretagne. Il y a aussi le changement d'attitude envers Israël. Regardons cet extrait. D'ailleurs, lui et son père, Randolph, le fils de Churchill, sont venus ici et ont couvert la guerre des 6 jours d'une manière très positive pour nous. Comment voyez-vous cela en Grande-Bretagne, dans ce qu'on appelle la République islamique de Grande-Bretagne? Comment voyez-vous cela? Donc là, vous avez le premier ministre qui fait référence à la Grande-Bretagne comme une république islamique. D'ailleurs, j'ai vu un autre extrait du vice-président J.D. Vance, en fait, en plaisantant, je suppose, aussi dans une sorte de podcast, faisant référence à la Grande-Bretagne, appelant la Grande-Bretagne une république islamique. Eh bien oui, en fait, nous avons vu que les porte-paroles de Netanyahou ont dû en quelque sorte atténuer la portée de ces déclarations, qui ont évidemment suscité une forte réaction. La réponse du Royaume-Uni et du bureau du premier ministre disait en gros que ce que faisait le premier ministre, c'était de répéter les propos tenus par J.D. Vance il y a seulement quelques semaines à propos du Royaume-Uni. Maintenant, évidemment, vous voyez comment les musulmans deviennent maires de grandes villes à travers le Royaume-Uni. Comment, surtout dans les grandes villes, il y a un environnement où autrefois vous aviez une grande communauté juive prospère, qui est maintenant sur la défensive, en position de repli, craignant pour sa vie. Beaucoup de gens au Royaume-Uni disent que la situation des Juifs s'est énormément détériorée. Et de quoi ont-ils le plus peur? Ils ont surtout peur des musulmans qui sont là-bas. Et on voit des responsables politiques très préoccupés par la façon dont les musulmans vont voter aux élections. Et donc, le Royaume-Uni a retiré son soutien diplomatique à Israël, alors qu'on considérait autrefois que le Royaume-Uni était peut-être le 2e ou 3e allié d'Israël dans le monde, derrière les États-Unis. Et ce que vous voyez maintenant, ces déclarations du premier ministre Netanyahou, qui, je pense, touchent évidemment un point sensible au Royaume-Uni. C'est juste une sorte de réponse, je dirais, à beaucoup des déclarations qui ont été faites par les hauts responsables britanniques, y compris le récent premier ministre Starmer, qui a essentiellement reconnu l'État palestinien, ce qui va clairement à l'encontre des intérêts d'Israël. Et il avait dit avant de le faire qu'il le ferait tant que la situation épouvantable à Gaza continuerait. Et nous avons vu que l'ancien ministre des Affaires étrangères là-bas, Dani Lamy, disait que ce qu'Israël faisait à Gaza et l'aide humanitaire qu'Israël fournissait à Gaza était inhumain, dangereux et grotesque.
Il y a aussi eu de nombreuses déclarations, même de la part de quelqu'un qu'Israël aurait auparavant considéré comme un allié, David Cameron, qui au début de la guerre était le ministre des Affaires étrangères, faisant également des déclarations qui ont clairement déplu à Israël. Ce ne sont pas le genre de déclarations qu'ils attendraient d'un allié. Et donc maintenant, tout à coup, le premier ministre réplique avec quelque chose que tout le monde au Royaume-Uni et dans le monde entier sait être vrai. Et le Royaume-Uni devient un peu susceptible sur ce point. Oui, absolument. Nous devrons voir si cela se transforme en une dispute encore plus importante à l'avenir. Mais enfin, cette semaine, Judée et Samarie, le ministre de la Défense, Israël Katz, a ordonné à l'armée de préparer un plan pour transférer l'autorité sur les affaires civiles concernant les Israéliens en Judée et Samarie. C'est considéré comme une grande nouvelle. Beaucoup de gens disent que c'est une nouvelle étape vers la souveraineté en Judée et Samarie. Je vais d'ailleurs écrire sur ce sujet dans les prochains jours ici pour JNS. Que savons-nous pour l'instant et quelle est l'importance de cette décision du ministre de la Défense? Eh bien, la Judée et la Samarie sont en réalité considérées, selon la loi israélienne, comme étant sous l'autorité de l'armée, n'est-ce pas? Elles ne sont pas administrées de la même manière que Jérusalem ou Tel Aviv. C'est littéralement l'armée qui administre cette région. Et ce que vous avez vu ces dernières années, ce sont des tentatives, en particulier de la part de politiciens de droite en Israël, pour essayer de normaliser la situation administrative en Judée et Samarie. Et souvenez-vous, Israël est un tout petit pays, n'est-ce pas? Vous savez, on peut conduire de la mer Méditerranée jusqu'au fleuve Jourdain, en passant par la Judée et la Samarie, en environ 2 heures, n'est-ce pas? Du nord au sud, le pays est un peu plus long. Mais d'est en ouest, en traversant le centre du pays, c'est un trajet rapide. Si vous vous tenez au milieu, comme là où je vivais, à Bethel, ou si vous vivez à El-Hazar, vous savez, si vous vous tenez sur un point élevé du pays, dans les chaînes de montagnes de Judée et Samarie, vous pouvez voir à l'œil nu à travers le pays dans cette direction, et à travers le pays dans l'autre direction. C'est un tout petit pays. Donc, l'idée qu'une partie du pays soit gouvernée par l'armée, tandis qu'une autre partie du pays soit gouvernée par la police et les différents ministères du gouvernement israélien, c'est quelque chose qui doit simplement être corrigé, n'est-ce pas? Si vous voulez paver une rue en Judée et Samarie, au lieu de simplement passer par le ministère des Transports, cela doit passer par l'armée. Donc ici aussi, ce qu'ils disent, c'est que l'application de la loi en Judée et Samarie devrait être confiée uniquement à la police israélienne. Et ce qui est intéressant à ce sujet, je dirais aussi, c'est qu'il y a, et surtout si vous lisez, beaucoup de ces médias israéliens de gauche, comme Haaretz et le Times of Israel en particulier, considèrent que l'un de leurs sujets principaux est la question de ce qu'ils appellent toujours la violence des colons, comme si c'était la menace la plus dangereuse de tout le Moyen-Orient. Et la plus grande menace pour Israël serait la soi-disant violence des colons, où il y a ces affrontements entre Palestiniens vivant en Judée et Samarie et Juifs vivant en Judée et Samarie. Souvent, ils se disputent pour des terres, pour savoir où les moutons peuvent paître et qui plante des arbres. Et ils présentent cela comme si c'était, vous savez, une menace bien plus grande pour la sécurité d'Israël que le Hezbollah ou le Hamas, ou même l'Iran qui développe des armes nucléaires illicites. Et ce qui se passe ici, c'est que l'armée n'est pas vraiment capable ou censée gérer les menaces qui viennent du côté israélien, parce que l'armée ne se retourne pas contre son propre peuple. Elle ne fait pas appliquer la loi contre les citoyens de son propre pays. En fait, une armée ne s'occupe que des menaces venant d'un autre pays. Donc, confier cela à la police peut en fait donner à Israël de meilleurs outils pour gérer l'application de la loi de son propre côté. Ce que l'armée vient de dire qu'elle aurait beaucoup de mal à faire. C'est une mesure pratique. C'est une décision bienvenue. Et je pense que c'est une avancée incroyable pour tous les citoyens de l'État d'Israël, affaire à suivre. Nous avons une élection dans 3 mois. Voyons jusqu'où ira cette nouvelle proposition du ministre de la Défense avant que nous devions voter à nouveau pour notre Knesset. Et c'est tout pour Jérusalem en 1 minute, ici sur JNS TV. Josh Astin ici aux côtés d'Alex Treman. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Assurez-vous de profiter de tout le contenu incroyable proposé par JNS TV. Allez aussi sur jns.org pour toutes les dernières nouvelles d'Israël, du Moyen-Orient et du monde juif entier. Je veux remercier les personnes qui travaillent dans l'ombre ici. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un super merci. Et on se retrouve la semaine prochaine, ici, dans Jérusalem, en 1 minute.